Pour cette deuxième session intitulée « Gagner sa liberté par le travail, l'aide aux étrangers d'Europe centrale et orientale dans les années 1940 », on va se déplacer un petit peu dans le temps et se déplacer un petit peu dans l'espace également. Je vais juste dire quelques mots rapidement pour introduire cette séance avant de laisser la parole à nos intervenants. Pour ma part, donc j'ai un petit peu rencontré tout de même Lort au cours de mes travaux sur la Pologne d'après la guerre. Bien sûr, Lort était une institution bien présente en Pologne dans l'entre-deux-guerres. Elle avait ses bureaux à Varsovie. Elle a aussi développé beaucoup de coopératives agricoles, des écoles, plusieurs milliers d'étudiants, des colonies, etc. On sait ce qui s'est passé pendant la guerre et le cataclysme que cela a représenté pour toutes les organisations juives. Mais moi qui ai travaillé sur la reconstruction de la vie juive en Pologne après la guerre, Lort a repris ses activités dès le mois de mars 1946. Au mois d'octobre, il y a un premier grand congrès qui se tient à Varsovie, et voilà, il y a l'idée de reprendre des formations professionnelles, des formations courtes, de remettre au travail les rescapés, les jeunes des écoles professionnelles. Il y a quand même plusieurs milliers, je crois que entre 45 et 48, 3500 élèves ont suivi les différentes formations proposées par Lort. Et on a parlé tout à l'heure de Lort dans sa mission en Russie pour freiner l'émigration, les débuts en France pour l'accueil des immigrés de fraîche date. Lort en Pologne en 46-47, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, non, c'est plutôt aussi freiner. Enfin, l'idée peut-être de retenir dans ce contexte où, effectivement, en l'espace de quelques années, la moitié des rescapés vont quitter le pays, sous l'effet notamment d'un climat de violence extrêmement difficile à supporter. Mais donc, ces formations ont pour objectif aussi de répondre à ce qui est demandé par les nouvelles autorités communistes, en passe de l'être, donc être productif, s'intégrer dans cette nouvelle Pologne et être des hommes et des femmes nouveaux dans ce nouveau pays. Donc il y a remplir en partie cette mission, mais il y a également, ou en tout cas pour une partie des acteurs, très clairement, l'idée d'avoir un métier dans les mains, dans la perspective d'un départ imminent, plus ou moins imminent, qu'il s'agisse d'aller en Europe ou vers la Palestine et Israël. Donc on peut retrouver comme ça aussi un petit peu des parallèles peut-être un petit peu à faire. Et puis, je voudrais juste profiter en quelques minutes d'être ici pour aborder Lort et globalement les institutions d'aide avec qui j'ai pu m'entretenir un petit peu avec Lort les mois derniers, même plutôt l'année dernière en fait. C'était en pleine période de Covid. Donc là, c'est plutôt à travers l'histoire familiale que j'ai été un petit peu amenée à rencontrer ces archives. Enfin, et c'est d'ailleurs toujours en cours parce que j'attends encore des dossiers. Et donc, j'interrogeais Lort parce que pendant le Covid, ma maman a retrouvé un dossier de la COJASOR qui concernait mes grands-parents, donc qui font partie de ces juifs immigrés arrivant de Pologne en 1946-47 et effectivement ma maman a retrouvé un dossier d'aide sociale, donc quelques pages, peut-être que le dossier complet on apprendra plus, qui
qui concernait finalement effectivement une aide d'urgence à apporter à ma grand-mère. Donc on est en 1947, elle est enceinte de son premier enfant, elle est malade, elle sort des camps, elle sort d'Auschwitz et elle n'est pas en très bon état. Il y a une indication sur sa profession de couturière. On indique aussi qu'elle a des contrats courts, je ne sais pas encore comment c'est possible. Ça fait à peine un an qu'ils sont en France. Son mari, donc mon grand-père, cordonnier de son métier, voilà, le dossier indique aussi qu'il est malade et qu'il a besoin d'aller se faire soigner en sanatorium, mais qu'il ne peut pas laisser sa femme enceinte. Donc c'est absolument une situation assez difficile qui est décrite dans ce dossier, et ça a été assez émouvant de le retrouver. Au final, je pense qu'ils vont bénéficier de cette aide. Juste pour quelques mots sur la petite histoire. Alors ça encore, voilà, j'attends et peut-être, je ne sais pas si les archives donneront des éclaircissements ou pas. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils vont envisager une possibilité. Est-ce qu'ils voient une pub dans un journal ou quoi sur un départ vers une meilleure vie pour l'Australie? Ils vont demander un visa, ils vont finir par pouvoir, et pris en charge par les organisations juives, avoir un billet de bateau pour partir en Australie. Donc ils embarquent fin 51. Ma grand-mère est de nouveau enceinte encore sur le bateau, donc là, de ma maman. Ils arrivent donc début 52. Ma maman va naître en Australie en mars 52. Et donc là, ils vont apparemment s'installer dans un hôtel pour migrants à côté de Sydney. Et au bout de 6 mois, repartir. Donc là, par contre, je suis allée en Australie. J'ai plus facilement trouvé les archives en Australie qu'à Paris. Donc ça, c'est voilà. Et en Australie, il y a tout un dossier sur mes grands-parents depuis leur arrivée sur le bateau, leur installation dans cet hôtel, et surtout ce départ au bout de 6 mois et les organisations, une correspondance avec entre les organisations juives en Australie et la France, parce qu'ils retournent en France, et en fait, ils vont être surtout poursuivis pendant plusieurs mois, visiblement, parce qu'ils repartent sans payer la facture de l'hôtel, donc les $47. Et d'ailleurs, la dame en Australie, quand elle m'a donné ses archives, était très gênée, que je pense qu'on me réclame ces $47 d'impayés de l'hôtel. Et donc, bref, cette correspondance montre en fait une grande suspicion à l'égard de cette famille qui... donc, les Australiens écrivent en France, disant mais tout de même, ces personnes vont venir certainement vous réclamer de l'argent, de l'aide sociale, et pourtant ils ont trouvé de l'argent pour prendre leur billet pour rentrer. Donc voilà, suivez-les de près, etc. Donc je n'ai pas eu le fin mot de l'histoire, ni vraiment la raison pour laquelle mes grands-parents sont revenus en France au bout de 6 mois. Ce que je sais, c'est que c'est surtout ma grand-mère qui n'a, sans doute avec ses 2 enfants en bas âge, ne travaillant pas et ne connaissant pas l'anglais et n'arrivant pas du tout à s'intégrer, c'était difficile. Et elle avait une sœur en France, donc sans doute ça a dû pousser au retour. Bref, voilà, ce petit détour familial est en guise d'introduction pour parler du fait que ces associations, ces organisations étaient là, mais toujours quand même un peu dans l'ombre, quoi. Et moi-même, j'en ai jamais entendu parler dans l'histoire familiale jusqu'à cette irruption soudaine l'an dernier. Donc je suis ravie, et d'autant plus ravie de pouvoir vous entendre en parler de manière très savante, et je vous passe tout de suite la parole, j'ai été beaucoup trop longue. Donc nous allons, dans un premier temps, écouter Alexandre Doulu,
qui est historien, qui est qui va bientôt soutenir une thèse dans quelques semaines, je crois, hein, la Shoah, changement d'échelle, enfin, je ne sais pas si c'est toujours ce titre-là, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le sort des Juifs dans le Lot-et-Garonne. Il a aussi travaillé beaucoup sur le sauvetage des Juifs en France, et il va nous parler de l'Ort pendant la guerre, les fermes, écoles et le camp de Rivesaltes. Et donc, je vous laisse la parole. Alors, je ne suis pas le roi du PowerPoint, donc mes présentations d'images seront assez sommaires. Pour commencer, moi aussi, je vais remercier Madame Pourtage, qui est une grande copine depuis très longtemps. Audrey, merci pour ta présentation. Merci Hommage, évidemment, de nous accueillir. Merci à l'Ort que j'ai découvert il y a presque 20 ans et où j'ai été reçu une première fois par Madame Halal, auprès de qui je renouvelle mes excuses pour l'avoir traité avec beaucoup de légèreté dans nos échanges de mails. Et je vous rassure, le train était super, la chambre aussi, merci beaucoup. J'ai découvert l'Ort donc il y a assez longtemps parce qu'avec Sandrine Labo, qui est professeure d'histoire et qui a le bon goût d'être ma femme également, vers 2006, on a commencé à s'intéresser à l'histoire des Juifs de notre département, le Lot-et-Garonne, donc, comme vous pouvez peut-être l'entendre à l'accent. Et on a été assez vite aiguillé vers les archives de l'Ort, quand on a découvert la présence de 3 fermes-écoles, alors que j'ai découvert la première fois d'une manière un peu... Pas hasardeuse, mais j'ai découvert l'existence de ces fermes dans les archives du Commissariat général aux questions juives. En tant qu'institution, c'est bon ? En tant qu'institution juive, ces fermes auraient pu être mises sous administration provisoire et éventuellement vendues. Bon, il se trouve que, entre-temps, l'Ort étant devenue une des sous-directions de l'UGIF, toutes ces mises sous administrateurs sont tombées à l'eau, évidemment. Mais voilà comment j'ai connu leur existence. Et à partir du moment où on a entrepris d'écrire l'histoire des déportés juifs de chez nous, il s'est avéré que malheureusement, beaucoup de déportés de l'année 42 en particulier avaient été pris dans les 3 fermes-écoles de l'Ort. C'est comme ça que j'ai connu l'Ort. Et quand on s'est rencontrés la première fois, madame, dans vos locaux, on a découvert, Sandrine et moi, une collection d'albums photos tout à fait extraordinaires. C'était inespéré. Entre-temps, nous avons eu la chance de retrouver des anciens de l'Ort pour une campagne de recueil de témoignages pour les archives départementales en 2008, du Lot-et-Garonne. Donc j'ai pu interviewer comme ça plusieurs anciens de l'Ort et qui ont confié ensuite à la fois aux archives de l'Ort et à nous-mêmes plusieurs séries de photos. Donc les photos que je vais vous montrer maintenant sont tirées à la fois évidemment des archives de l'Ort, que l'Ort a bien voulu me confier, et donc en partie des collections de ces personnes. Je vais les citer. Alors il y a d'abord Mathieu Béretz, Georges Jeanmer, dont le père s'appelait Wolf, et plusieurs autres dont bon, peut-être que vous ne les connaissez pas, donc c'est pas la peine de continuer, mais en tout cas je voulais dire quand même qu'il y a beaucoup de sources sur ces fermes-écoles, sur l'activité de l'Ort en Lot-et-Garonne dans ces fermes-écoles. Il y a donc des témoignages, comme je l'ai dit, beaucoup de rapports de préfets, de sous-préfets, de police. Il y a énormément à dire, à écrire sur ces fermes-écoles, si tant est qu'il y a aujourd'hui des personnes qui veuillent s'intéresser à ces expériences à la fois de refuge et agricole, puisque je vais y revenir, je vais essayer de le montrer par les photos. Ces fermes-écoles ont été pour les paysans du Lot-et-Garonne non pas des modèles, parce que très peu les ont connus, mais les voisins qui vivaient autour de ces fermes ont bien vu que les méthodes de travail étaient sans commune mesure avec la relative précarité des connaissances des paysans à l'époque, qui se débrouillaient avec pas grand-chose. Donc je vais maintenant commencer cette projection de photos en essayant de ne pas trop lire mes notes, puisque vous avez eu la gentillesse de rester alors que vous auriez pu vous précipiter au restaurant. Le Lot-et-Garonne, il est sur la carte, vous l'avez compris, il est coincé entre Toulouse et Bordeaux, pour faire vite. Le Lot-et-Garonne est traversé donc par le Lot et la Garonne, et c'est encore aujourd'hui un département agricole.
Les Angiroux, c'est à côté d'un village qui s'appelle Montbahut, petit village perdu dans le nord du département, agricole lui aussi. La photo avec les enfants à côté, c'est la ferme école de La Roche, qui est à côté de Pennes-d'Agenais, à côté de Villeneuve-sur-Lot, et une autre ferme qui s'appelle Cambes, qui est non loin de La Roche, à côté de Villeneuve-sur-Lot aussi. Alors, vous les verrez après les photos, et je vais les agrandir. Là, c'était pour vous localiser où elles se trouvaient, évidemment. Je vais essayer de faire l'histoire dans les 20 minutes, enfin 15 maintenant qui me restent, cette histoire qui dure de l'année 1934 jusqu'à la fin des années 50. Alors évidemment, je vais me centrer beaucoup sur la période de la guerre, mais la période de l'après-guerre de ces deux fermes-écoles, parce qu'il n'en reste que deux, est tout à fait aussi fascinante, très riche d'archives, y compris dans les archives départementales, puisque la plupart de ces jeunes, encore après la guerre, sont soit des étrangers, soit des Français d'Afrique du Nord, donc qui donnent lieu à beaucoup d'enquêtes de police, par exemple. Donc il y a beaucoup d'archives administratives, et il y a des archives à l'Orte, évidemment, et je ne désespère pas qu'il reste aussi des survivants de qui soient passés dans ces maisons, qui habitent sans doute la plupart aujourd'hui en Israël, donc c'est un peu compliqué de les retrouver. C'est pour ça aussi qu'on ne les a pas cherchés. Alors, j'ai oublié quand même un document important parmi les sources, c'est le témoignage d'un rescapé de la ferme-école de La Roche, donc, qui se trouve parmi les jeunes qui sont là-haut, qui s'appelle Moshe Schmidt, qui avait 16 ans donc, en 1942, et qui a été déporté à Auschwitz, qui est toujours en vie, qui habite à Tel Aviv, qui est donc un témoin qui heureusement a écrit ses mémoires et qui a consacré plusieurs pages évidemment à La Roche. Alors la première période que je vais évoquer, c'est l'avant-guerre. En gros, je vais diviser en deux. Ce sera l'avant-guerre jusqu'à 1940, l'Exode, et la période de la guerre. Et si j'ai le temps, je dirai quelques mots sur l'après-guerre. Avant la guerre, l'Orte a déjà déployé en Lot-et-Garonne une certaine activité qui n'est pas encore une volonté éducative. Mais là, il s'agit juste d'essayer d'aider des réfugiés juifs d'Europe de l'Est ou déjà de Belgique qui se trouvent en France, d'essayer de leur donner un métier, à savoir donc l'agriculture. Et pour cela, il y a deux solutions. Soit ces personnes sont capables de devenir propriétaires agricoles, soit métayers sur des fermes que l'Orte aurait louées. Donc, dans un premier temps, l'Orte finance environ une trentaine de familles qui viennent s'installer ici. Quand j'ai ici, c'est chez moi, pardon, c'est à Lot-et-Garonne, qui viennent s'installer à partir de 1934 et qui resteront là jusqu'à la fin de la guerre, en fait. Et aujourd'hui, je n'en connais que deux qui habitent encore en Lot-et-Garonne. Enfin, l'un est mort, mais la famille habite encore, qui sont donc fixés en Lot-et-Garonne. Un qui est important pour l'Orte parce qu'il s'appelle Rodolphe Grunberg, il est sur la photo, là. C'est le jeune homme ici. Ce jeune homme s'est donc installé avec ses parents à Montbahut, qui est donc le village à côté des Angiroux en 1934. Donc ses parents sont devenus paysans. C'était des immigrés polonais. Ils n'ont pas été déportés. Lui a échappé à une rafle en 1943 et il est resté en Lot-et-Garonne. Après la guerre, il est devenu, je crois, Laure, tu l'as connu aussi, je crois qu'il est parti enseigner en Algérie ou en Tunisie, tu te rappelles? Bon voilà, il a eu aussi une activité d'enseignant pour le compte de l'Orte et il est revenu ensuite s'installer en Lot-et-Garonne où il a fondé une entreprise il vendait des tondeuses, voilà, une entreprise qui existe encore. Donc de ces familles, cette trentaine de familles qui s'est installée dans les années 30, on peut dire que deux seulement sont restées après la fin de la guerre. Il faut les comprendre. Leur vocation, c'était pas de s'installer en Lot-et-Garonne, pays qu'ils ne connaissaient pas, c'était, j'imagine, de retourner dans leur pays d'origine, ou à Paris, pour ceux qui arrivaient de Paris. Alors c'est le cas de ces deux couples. Alors à droite, il y a Matthew Beretz. Alors j'ai pas retenu le prénom de sa femme, je m'en excuse. Et l'autre couple s'appelait Perstunski. Ce sont un couple de Parisiens, mais qui Beretz, lui, avait vécu un certain temps en Palestine. Donc Matthew Beretz a été aidé par l'Orte pour s'installer comme paysan en Lot-et-Garonne, parce que j'imagine qu'il avait déjà une certaine pratique. Tous les deux sont sympathisants communistes, et ça va être un peu la particularité de cette institution, les Angiroux, donc à Montbahut, c'est que se sont retrouvés là sans doute par affinité
idéologiques, des gens de gauche qui étaient très sympathisants communistes. Et, je vous montrerai une photo qui en découle un peu plus loin. Donc ils sont déjà, donc c'est des photos de champs. Alors je vais pas toutes les commenter, mais si j'ai choisi d'en passer pas mal, c'est parce que dans la plupart de ces photos, vous le verrez vous-même, ce qui frappe, c'est ça, c'est les photos qui sont prises par un couple qui prend l'autre, etc. C'est pas encore les photos prises par un photographe pro, comme on le verra dans l'album de Lort, dont peut-être tu pourras nous parler. Ce sont des photos. Enfin, on voit que ces gens-là sont heureux. Pardonnez-moi pour ces fadaises, mais ce qui est frappant dans toutes les photos que j'ai pu visionner, et que Sandrine a visionné avec moi, c'est qu'on a l'impression de voir des gens qui souffrent, parce que la plupart arrivent donc soit de Pologne, soit de Palestine, sont revenus parce que là-bas la vie était trop dure. Et ce qui m'a vraiment tout de suite émerveillé, c'est de voir qu'au moins pendant quelques années, ces gens-là ont été heureux, et particulièrement pendant la période de la guerre, évidemment, on le perd de vue aujourd'hui, mais on a faim dans toutes les villes, on a moins faim à la campagne, évidemment. Donc le fait d'avoir une ferme pendant la guerre, de pouvoir produire, d'avoir son jardin, de vivre en équipe avec les copains, d'avoir une activité, bon là elle est agricole en l'occurrence, mais d'avoir une activité concrète, je pense que ça a dû participer à la survie, en tout cas de certains d'entre eux, ceux qui ont eu la chance de ne pas être arrêtés en 42 ou en 43. Donc je voulais vous montrer un peu ces images de relatif bonheur, enfin je l'espère. Alors pour avoir interviewé certains enfants de ces familles, attention, tout n'était pas rose. C'est une vie en communauté, des couples qui habitent ensemble, tout n'est pas rose, j'imagine, dans le partage des tâches, etc. Bon, je ne veux pas faire un tableau idyllique, mais là les sources sont pas assez nombreuses pour que je m'apesantisse là-dessus. Alors ça c'est une photo plus en retrait de cette ferme qui s'appelle les Angiroux, qui existe encore aujourd'hui. Au premier plan, on voit donc les premiers agronomes qui, j'imagine, au moment de l'acquisition. Alors, c'est pas une acquisition parce que la ferme est louée en fait pour un bail de 8 ans, je crois. Alors là, je suis obligé de vous lire parce que j'ai pas retenu tous les termes, parce que j'ai bois du Lot-et-Garonne, je suis pas agriculteur. Donc, c'est un bail de 8 ans pour un fermage qui commence au printemps 41. Pour accueillir des jeunes adultes des deux sexes. Alors c'est quelque chose qui est assez frappant aussi, c'est que cette vie communautaire, elle est vraiment mixte. Sauf dans les fermes-écoles, mais là j'y reviendrai tout à l'heure. Ces adultes, ils vivent, femmes et hommes confondus, avec les enfants. C'est une vraie vie communautaire. Alors la propriété des Angiroux dispose d'une grande plantation d'arbres fruitiers, et ça fait un peu sa particularité avec les deux autres, j'y reviendrai. Donc il y a 600 pruniers, plusieurs hectares de vignes. Le choix, la seconde raison du choix des Angiroux par Lort en 1941, il est plutôt d'ordre pratique, c'est-à-dire que le domaine en fait est déjà occupé justement par des colons. Alors c'est le terme qui est employé à l'époque. Hein. Les colons, c'est pas forcément ceux qui partiront en Palestine, c'est ceux qui vont coloniser les terres agricoles qui. Et le terme n'est pas impropre parce que en Lot-et-Garonne, comme dans tous les départements ruraux, il y a beaucoup de terres qui sont en déshérence après la Première Guerre mondiale. Bon, vous le savez, les paysans ont été décimés. Le Lot-et-Garonne, c'est une terre d'accueil d'abord pour les immigrés italiens. Dans les années 20, il y a eu une masse considérable d'Italiens qui sont installés, mais malgré tout, il y a encore quantité de propriétés qui sont en déshérence. C'est sans doute pour ça que ce département a été choisi. Hein. Je n'ai pas les raisons exactes de ce choix, parce qu'évidemment, il y a d'autres départements agricoles dans les années 30 en France. Mais voilà, donc il y a des propriétés qui sont vides. C'est le cas des Angiroux. Et le domaine, en tout cas, est déjà repris depuis la fin 40 par un agronome juif. Alors là, c'est une chance extraordinaire pour Lort, qui signale dans ses rapports que il y a très peu d'agronomes compétents en France durant cette période, et des agronomes juifs, il y en a encore moins. Alors, encore moins, il faut que je précise, encore moins qui se soient installés au terme de leurs études. La plupart de ceux qui deviennent agronomes deviennent ingénieurs ou continuent la recherche en agronomie. Donc là, la chance a fait qu'il disposait déjà sur place d'un agronome qui a mis ses compétences, évidemment, à disposition. Et il a donc d'emblée, avec Mathieu Béretz, qui est donc un agriculteur confirmé, et cet ingénieur, il y a donc un petit personnel d'encadrement qui va accueillir une quinzaine de familles. Donc voilà la photo de famille, je crois que le terme, je
je pense qu'il est convenable, même si c'est pas une famille évidemment au sens strict. Ces gens, je pense, étaient heureux de vivre ensemble. C'est une photo qui est prise soit en 41, soit en 42, ça c'est difficile à dater. Vous verrez une photo comparable tout à l'heure devant la ferme école de La Roche. Bon là, je crois que c'est l'hiver, ils sont pas tous en bras de chemise. Sur cette photo, il y a beaucoup de déportés parce que la ferme des Angiroux, c'est celle qui va être frappée le plus en fait. Le 26 août 42, j'y reviendrai. Audrey, il faudra que tu me dises combien il me reste, pas grand-chose. Ok, bon. Alors je vais faire défiler les photos parce que j'ai trop parlé déjà pour arriver aux fermes écoles. Photos voilà, de ces réfugiés qui deviennent des paysans presque malgré eux, mais on a l'impression que voilà, tout va bien, on mange à sa faim, c'est quand même capital. Et ils ne sont pas trop harcelés par la police, puisque l'Orte, encore une fois, est une sous-direction de l'UGIF, donc a priori la police n'a pas vocation à les inquiéter. Donc encore une photo des travaux d'échange, je ne vais pas les commenter, j'y connais rien. Ça c'est une photo de l'après-guerre, c'était pour vous dire que ces colons communistes, ou en tout cas peut-être même bundistes, étaient sans doute des gens, des fortes têtes. Donc voilà, en tout cas pour les hommes, une photo qu'ils ont prise en 44. Alors elle est posée évidemment, bon, elle est jolie, il y a des arbres, mais ils ont réellement tous pris le maquis en 1943, une fois que Vichy a décidé d'arrêter tous les juifs de sexe masculin étrangers sans considération d'âge ou de date d'arrivée en France. Donc les hommes des Angiroux sont devenus tous des maquisards, et il y a un réseau FTP qui s'est créé, qui dépendait du réseau Marcel Langer de Toulouse. Et un grand résistant qui s'appelle Joseph Waxpress a été déporté à Auschwitz, qui était des Angiroux, a été déporté à Auschwitz par le convoi 77 et est revenu. Alors la deuxième ferme, non pas dans l'ordre chronologique, mais j'ai été obligé de faire un choix pour passer les diapos, pour pouvoir finir par La Roche. C'est la ferme de Cambes. Alors c'est pareil, c'est pas une propriété qui est achetée, elle est louée pour un certain nombre d'années. Et celle-là, des trois propriétés acquises par l'Orte, c'est la seule qui est utilisable tout de suite. C'est-à-dire que les deux autres, La Roche et les Angiroux, étaient dans un état de décrépitude déplorable. Donc il y a eu un énorme travail et beaucoup d'argent dépensé par l'Orte pour réaménager ces fermes, ne serait-ce que pour qu'on puisse y vivre, racheter du matériel, etc. Donc travaux des champs qui sont plus orientés à Cambes sur les légumineuses, les pois chiches, le tournesol, un peu de céréales aussi. Donc là, dans cette ferme école, qui n'est pas vraiment une ferme école parce que c'est pour des adultes de 17 à 25 ans, il a beaucoup de juifs allemands, autrichiens. Il a une seule femme parmi les 15 pensionnaires qui y travaillent. Donc là aussi, de toutes les photos qu'on peut voir, on n'a pas l'impression que c'est de la propagande, que c'est des vraies photos du quotidien. Ces gens-là ont l'air de s'y plaire après tout ce qu'ils ont pu vivre par ailleurs d'errance et d'expulsion d'Allemagne ou de Pologne. Ça, c'est la ferme école de La Roche. C'est un domaine, celui-là, qui est acheté par l'Orte après une prospection qui a duré assez longtemps. C'est Klementinowski, un des directeurs de l'Orte, qui vient prospecter en Lot-et-Garonne en juin 1939, qui tombe sur cette propriété de 40 hectares avec beaucoup de potentiel, une terre très riche, mais à l'abandon. Donc pendant un an ou deux, les adultes qui sont présents en Lot-et-Garonne, donc à La Roche, leur mission, ça va être de remettre en route la propriété, construire des nouveaux bâtiments. Alors là, c'est l'ancienne ferme, et un bâtiment est ajouté, donc est créé très rapidement, qui va servir de poulailler, etc. Alors là, c'est l'ancien poulailler, je vais aller un peu plus vite. Ça, c'est les photos assez émouvantes, les photos de l'album de l'Orte, qui est conservé donc à l'Orte. Tout un tas de photos qui montrent quelle était l'activité de ces gens qui devaient s'habituer du jour au lendemain à la vie à la ferme. Alors là, c'est l'apprentissage je crois, d'une machine qui sert à mettre de l'engrais dans les champs. Voilà, c'est une disqueuse. Je vous passe. Et donc ça, c'est toute cette équipe de pensionnaires avant l'époque de la ferme-école. Donc beaucoup de couples qui se sont retrouvés en Lot-et-Garonne, d'une manière apparemment, j'ai pas pu trop élucider, mais d'après l'Orte, d'après les archives, ils étaient indésirables à Paris en tant qu'étrangers, réfugiés. Donc c'était un moyen de les éloigner de Paris où ils étaient devenus expulsables. Je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire pour leur présence en Lot-et-Garonne en 1940.
Alors tous ces gens, tous étrangers, il y a une particularité aussi, puisque l'Ordre est une organisation légale, ils sont tous recensés comme juifs. Tu me dis quand j'ai fini. Bon, j'ai fini, malheureusement. Ils sont tous recensés, et donc ils tous ont déposé une déclaration pour le recensement des Juifs en 1941. Alors je vais accélérer, je suis désolé, tu me laisses une minute. Donc voilà encore toute cette équipe d'adultes. Je passe à l'année 42, puisque la ferme école de l'Ordre proprement dite, elle est créée en janvier 42. Donc les adultes qui étaient là sont déplacés dans les 2 autres fermes écoles. Et une trentaine de jeunes est affectée à partir de la fin janvier 42 à La Roche. Certains sont sortis de Rivesaltes, d'autres sont placés par leur famille, la plupart sont placés par le Secours Suisse, l'OSE ou le comité d'assistance aux réfugiés. Donc je vais vous faire passer les photos. Ça, c'est les photos donc, du professionnel qui est venu alors pour faire de belles photos bien cadrées et qui s'est attaché à toutes les facettes de la vie en commun. Ça, c'est un des cours d'agronomie. Une journée se divise en 8 heures de boulot, 1 ou 2 heures de travail en cours et 6 heures de pratique dans les champs, la présentation des artichauts, apprentissage des bêtes, comment on trie les patates. Ça, c'est un jeune qui sera déporté à Auschwitz, qui sera rescapé d'Auschwitz, que Laure et moi avons eu la chance de connaître par téléphone et d'interviewer. Il y a aussi un atelier où les jeunes sont censés apprendre aussi à réparer les outils. Donc il y a un atelier de menuiserie et de ferronnerie, travaux des champs et ces photos que je trouve géniales, quoi. Voilà, on voit ces jeunes qui sortent des camps, qui sont loin de leurs parents et qui pendant quelques semaines ou quelques mois ont pu avoir une vie de gosse normale. Pendant la guerre, alors je vais passer dernière et je vais arrêter là. Scène de vie commune. Et ces photos, alors là je termine là-dessus, juste 1 minute. Il y a eu plusieurs expos ici, hommage. Et quelquefois j'ai repéré des photos qui me semblaient pouvoir avoir été prises par le même photographe, en tout cas dans le même style que ces photos-là. Je ne sais pas comment s'appelle ce photographe qui est venu ici, si c'est Vichniac ou un autre, mais voilà, ces jolis portraits de jeunes qui sont conservés par toi, alors. Et je suis désolé, j'avais trop de trucs à dire. J'ai pas fait Rivesaltes parce que je savais qu'il n'y aurait pas le temps non plus. Merci. Mais merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours très frustrant et on aurait aimé pouvoir voir défiler encore ces photos et toutes ces explications, mais peut-être que ça nous laissera le temps d'avoir quelques questions qui te permettront de préciser ce que tu n'as pas pu aborder au cours de ces 20 minutes. Donc, je passe tout de suite la parole à Laure Fourtage pour sa communication. Donc là, on va passer à l'après-guerre. Donc, est-il besoin de présenter Laure Fourtage, qui est quand même à l'origine et à l'organisation, à la coordination du colloque qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc la responsable des archives de l'Horte-France, qui a soutenu en 2019 une très belle thèse intitulée « Et après, une histoire du secours et de l'aide à la réinsertion des rescapés juifs des camps nazis » entre 1943 et 1948, et dont la communication aujourd'hui, intitulée « Le travail en sortie de guerre, le sésame pour revivre », est aussi développée dans un article, notamment dans sa thèse bien sûr, et aussi dans un article paru dans Archives juives, le dernier numéro, qui d'ailleurs a tout un très beau dossier consacré à l'immédiate après-guerre en France, numéro que je vous recommande vivement. Donc nous t'écoutons et pour 20 minutes. Merci beaucoup Audrey. Donc effectivement le titre de cette communication est intitulé « Le travail en sortie de guerre, le sésame pour revivre ». Point d'interrogation. Là, on a vu donc avec Alexandre des belles photos où le fait pour ces personnes, ces réfugiés, de se retrouver dans un lieu où ils se sentent en sécurité, où ils ont un travail, une occupation, une ambiance familiale a certainement fait en sorte qu'ils ont pu souffler un peu, comme il l'a dit. Là, on va poser la question justement de cette question, de cette place de l'insertion professionnelle dans la prise en charge en France des migrants juifs d'Europe centrale et orientale dans l'immédiate après-guerre.
dans l'immédiate après-guerre en France, eh bien, c'est une période qui voit arriver sur le territoire français des dizaines de milliers de survivants de la Shoah, originaires des pays d'Europe centrale et orientale. Beaucoup arrivent en France clandestinement. D'autres ont la chance de se voir munis d'un visa, notamment ces visas de transit qui ont été délivrés dans le cadre de la politique d'accueil en séjour temporaire, politique mise en place par le gouvernement français à partir de l'été 1946 et qui autorisait un quota de 8000 juifs de Pologne et des pays alentours à pouvoir séjourner en France de manière uniquement temporaire, le temps de pouvoir ensuite repartir vers un autre pays d'installation. Et que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils soient arrivés en France légalement ou illégalement, finalement, la prise en charge de ces nouveaux arrivants, elle relevait quasi exclusivement des organisations juives. Donc ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quel rapport entretenaient justement ces organisations juives de secours vis-à-vis de la question de l'insertion professionnelle des Juifs de France, en quoi l'arrivée de ces étrangers a pu influer sur ce rapport et en quoi ce rapport au travail a pu avoir des impacts sur les relations entre les organisations juives, mais aussi les organisations non juives qui sont intervenues dans l'aide à ces populations étrangères. Donc j'ai diviser mon topo en deux parties. La première partie, c'est d'abord de vous présenter et de vous montrer comment on en est arrivé, après la Seconde Guerre mondiale, à un consensus entre toutes les organisations juives d'assistance qui visaient à mettre ou remettre au travail ces survivants de la Shoah, en tout cas de leur donner les moyens de gagner leur vie par eux-mêmes. Un consensus qui n'existait pas donc avant, même si évidemment, comme les communications précédentes l'ont montré, cette idée de remettre au travail les Juifs et en particulier les pauvres jugés aptes à travailler, ça n'a rien d'inédit après la Seconde Guerre mondiale. Mais seulement, on est dans un moment où il y a un programme commun, où les organisations juives de secours se fixent un programme commun à réaliser. Et dans le second temps, je parlerai de ses limites à ce programme commun, surtout lorsqu'il est poussé à son extrême et où finalement les organisations juives, pour plusieurs raisons que je vais évoquer, vont se mettre à remettre au travail à marche forcée ces survivants de la Shoah qui ne sont pas forcément en capacité de travailler et dans l'objectif de les sortir au plus vite de l'assistance, de les rendre autonomes le plus rapidement possible. Alors je commence par mon premier point, parler de ce consensus et des raisons, des motivations et de ses implications aussi sur les relations entre organismes d'assistance. Alors si le monde associatif juif était un monde très hétéroclite, composé d'institutions de nature et d'envergure très variées, si c'était un monde aussi très concurrentiel, animé de beaucoup de tensions, de concurrence, on peut dire qu'après la guerre, ces organisations juives de secours, elles s'accordèrent néanmoins sur un point, c'était donc de la nécessité de mettre sur la voie du travail toutes celles et tous ceux qui étaient donc jugés aptes à travailler. Cela valait autant pour les populations juives locales que pour les populations qui arrivèrent donc sur les territoires français à la fin des années 1940, avec l'idée, Audrey l'a souligné, avec l'idée soit d'intégrer ceux qui souhaitaient rester en France, soit de préparer professionnellement ces migrants à un futur départ, à condition évidemment que la durée de leur séjour en France soit suffisamment longue pour avoir le temps de les former. Mais en fait, cette question va finalement être très vite réglée puisque beaucoup de ces nouveaux arrivants ne pourront pas repartir aussi vite qu'ils l'auraient souhaité, quelques semaines, et ils vont rester souvent plusieurs mois, voire plusieurs années sur le territoire français. Alors, pour réaliser ce programme commun, il y aura donc deux effets. Deux changements au sein de l'assistance juive, de la conception aussi de cette assistance juive. Le premier effet, c'est que désormais, la question de l'insertion professionnelle sera placée au cœur de la relation entre l'assistante sociale et la personne aidée. On n'est plus dans une conception de la bienfaisance traditionnelle où il y avait un don de secours matériel, d'argent sans contrepartie. Là, on
les assistantes sociales, les organisations juives d'assistance attendent de la personne aidée qu'en échange du soutien matériel, elle présente des efforts, elle montre qu'elle fait des efforts pour s'insérer, se former, s'insérer professionnellement. Ça, c'est le premier effet. Et la première nouveauté aussi. Et la deuxième nouveauté, c'est que du coup, pour réaliser ce programme commun, il va falloir beaucoup d'aide professionnelle. D'autant plus que la population juive, au sortir de la guerre, est sans travail, sans équipement, sans outils, complètement ruinée. Donc, elle va avoir besoin des organisations pour leur procurer non seulement des prêts économiques, mais aussi les former, leur trouver des locaux, des outils, les équiper, etc. Mais en même temps, cette population juive, elle n'a pas les moyens matériels de suivre une formation. Elle doit très vite se remettre au travail de toute façon. Et donc, elle est dans une situation d'extrême pauvreté à la sortie de la guerre. Et donc, elle a besoin d'un soutien matériel. Et donc cela va conduire à créer un lien d'interdépendance entre, d'une part, les organisations spécialisées dans l'aide professionnelle, comme l'ORT, qui va voir ses activités énormément s'étendre à ce moment-là et prendre un rôle fondamental dans l'immédiate après-guerre, dans la remise au travail des survivants de la Shoah. Donc une relation d'interdépendance entre ces organismes qui fournissent les aides matérielles, les aides professionnelles, et avec les œuvres sociales qui, elles, sont chargées de soutenir matériellement les personnes le temps qu'elles soient en capacité, en mesure de gagner leur vie par elles-mêmes et d'être autonomes financièrement. Alors, il est clair, s'il ne fait aucun doute pour ces organisations à la sortie de la guerre, qu'il faut aider ces personnes qui ne présentent pas d'incapacité physique et qui leur rendant leur intégration économique impossible. Pour ces organisations, par contre, il est hors de question que ce soutien, que cette aide soit de longue durée. Il faut les aider, mais temporairement. Alors c'est lié, il y a plusieurs raisons qui expliquent que pour ces organisations, il faut que cette aide soit temporaire. La première raison, c'est une idée séculaire qu'on retrouve tant dans l'assistance juive que non juive, et qui fait qu'on considère que l'aide doit en priorité être destinée aux personnes inaptes à travailler, donc, ou qui ne sont pas en âge de travailler, les enfants, les personnes âgées, les malades, les infirmes, les handicapés. Avec en plus une crainte, finalement une crainte permanente que ces personnes qui sont jugées comme valides, ces personnes puissent profiter de cette aide, c'est-à-dire dans le sens de se complaire dans l'assistance et au détriment de ceux qui auraient vraiment besoin de cette aide. Et effectivement, dès la libération, cette image tout aussi ancienne et binaire du bon pauvre méritant l'assistance et du mauvais pauvre, le feignant, l'oisif, comme on trouve ce terme d'oisif, ou le profiteur, est réactivée au sein de l'assistance juive. Donc voilà, il faut aider toutes les personnes qui peuvent travailler à se remettre sur la voie du travail, il faut les soutenir matériellement, mais pas trop longtemps. L'autre raison qui pousse aussi des organisations juives à estimer qu'il faut réintégrer le maximum de juifs dans le circuit économique de la France, c'est lié à une motivation très ancienne. On est pourtant au sortir de la guerre, au sortir d'un génocide, de persécution, toujours l'idée finalement de combattre le préjugé antisémite qui présente les juifs comme des parasites économiques, et donc il ne faut pas donner de grain de mood, exactement. Il faut montrer que les juifs, au contraire, sont engagés sont insérés dans la vie économique et aussi participent à la grande œuvre de reconstruction du pays au sortir de la guerre. On a besoin de bras dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Et il faut que, voilà, il y a l'idée d'une action aussi patriotique derrière l'action des œuvres telles que l'ORT ou d'autres organismes spécialisés dans l'aide professionnelle. Alors, autre raison qui pousse aussi les organisations juives à vouloir limiter cette aide en faveur des personnes valides, c'est que les besoins sont immenses à cette époque-là. Les besoins sont immenses, le nombre d'assistés est immense. Dès la libération, les organisations juives d'assistance sont assaillies de demandes de secours de diverses natures.
En face de ça, les ressources sont insuffisantes. Les ressources sont insuffisantes. Les organisations juives peinaient déjà à la libération à soulager la détresse des populations juives qui avaient été libérées sur le territoire français, à soulager ensuite la détresse des prisonniers de guerre, des quelques déportés qui rentrent. Et là, avec l'arrivée de ces migrants, cela rajoute un poids supplémentaire, un coût supplémentaire pour cette assistance, pour ces organisations. Et donc, tout simplement, ces organisations se disent qu'en insérant sur le marché du travail ces personnes, cela va permettre de réduire donc le nombre d'assistés et de réduire le coût de l'assistance, ou en tout cas d'aider aussi d'autres personnes qui en auraient le plus besoin. Ces organisations juives françaises d'assistance, elles partagent la même conception de l'assistance que les organismes financeurs. Et elles subissent la pression aussi de ces organismes financeurs qui vont les pousser justement à reclasser, insérer toujours plus d'assistés et à réduire le nombre d'assistés. Ces organismes financeurs, le nom est sorti tout à l'heure, on parlait du Joint, dans l'American Jewish Joint Distribution Committee, le Joint qui déjà pendant l'entre-deux-guerres s'était chargé d'aider financièrement les organisations françaises à prendre en charge les réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche, et qui va poursuivre cette action de financement pendant la guerre et au sortir de la guerre, qui va être le principal pourvoyeur de fonds de cette assistance juive française. Mais il y en a d'autres, et je pense en particulier au comité intergouvernemental pour les réfugiés, le CIR, qui est l'ancêtre de l'OIR, l'Organisation internationale des réfugiés, qui a exactement la même vision que le Joint, et qui va faire pression aussi sur les organismes français qui reçoivent les subventions du Joint et donc du CIR pour insérer le maximum de personnes et au plus vite. Alors, les insérer, oui, mais dans quel type de métier? Et là, on est dans une période où, finalement, la majorité de ces personnes vont être orientées vers les métiers manuels. C'est pas quelque chose d'inédit, c'est déjà, au XIXe siècle, c'était déjà souvent le cas aussi, même si ça correspond pas forcément par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qu'a dit Maria Boulker, à ce que faisait l'école de travail, mais c'était quand même déjà les filières qui étaient privilégiées, qui seront encore plus privilégiées après la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà parlé du contexte économique, cette période de reconstruction, on a besoin de bras dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, etc. Donc ça offre pour cette organisation des débouchés faciles, et puis ce sont des débouchés qui ne nécessitaient pas forcément une formation de longue durée. Donc ça permettait encore de pouvoir faire entrer sur le marché du travail plus de gens rapidement. Mais c'est aussi pour d'autres raisons. C'est parce qu'à cette époque-là, le travail, le fait d'avoir une occupation, une activité, et en particulier une occupation manuelle, le travail manuel était paré de multiples vertus. Alors, vertu patriotique, mais vertu morale, avec l'idée que si la bienfaisance traditionnelle était avilissante, était démoralisante, eh bien, au contraire, par effet contraire, le travail manuel, lui, offrait une vie digne, une vie saine, permettait de redonner aussi l'estime de soi. Et on trouve même dans les discours, les écrits de ces organismes, en particulier des organismes d'aide professionnelle comme l'ORT ou les FUD, ou encore le centre de reclassement professionnel, l'idée que le fait de travailler aurait des valeurs thérapeutiques, permettrait de soulager les séquelles physiques et même psychologiques dérivées donc de ces persécutions, suite aux persécutions et à la déportation, permettrait voire même de les guérir. Donc le travail est même présenté comme le travail sauveur, qui permet. On a même un film qui a été un film donc réalisé par l'EFUD, qui était une organisation de formation dans les domaines textiles, organisme financé par le Joint, qui a réalisé un film en 1948 pour essayer de récolter des dons, et qui présentait en fait le travail, qui commençait par présenter des scènes dans les camps de déportés et qui ont basculé par une ellipse des camps vers les ateliers de formation et qui avait appelé son film « Renaître à la vie ». Donc on est vraiment dans l'idée que le travail serait quelque part presque le remède à tous les maux.
Alors, est-ce que le travail a vraiment été le remède à tous les maux ? Derrière ces discours très positifs, vous vous en doutez, la réalité est tout autre. Et donc là, je passe à mon deuxième point sur les limites. Très brève, hein, mais de toute façon, j'avais prévu quelque chose de synthétique, donc ça tombe bien. Avec les arrivées de plus en plus nombreuses de migrants, surtout à partir de l'année 1946, avec la pression budgétaire des organismes financeurs qui se fait aussi de plus en plus forte, eh bien, cette action de remise au travail, qu'on appelait à l'époque une action constructive, elle fut poussée à l'extrême. Et ce qui conduisit finalement à ce que l'encouragement qui était fait au travail devient même une injonction auprès des assistés, que les organismes d'assistance parfois ont arrêté brutalement, soudainement l'aide et le suivi quand elles considéraient que la personne ne faisait pas assez d'efforts pour travailler, ou parce qu'elles considéraient que la personne était prête à travailler et à être autonome financièrement, alors même que quand on lit des dossiers d'assistance, en particulier les dossiers, alors ça me permet de dire que donc, Audrey parlait de ces dossiers d'assistance, ce sont les dossiers du COJASOR, du Comité juif d'action sociale et de reconstruction, dossiers d'assistance de suivi. Et on a la chance d'avoir Laure Politis, la responsable de ces archives, qui est ici. Dossiers qui sont des mines d'or et qui sont déposés au mémorial de la Shoah. Et donc, effectivement, c'est une autre source qui permet aussi de voir l'action de l'ORT par le biais des autres organisations d'assistance, puisque, comme j'ai dit, il y a une relation d'interdépendance qui se crée entre toutes ces associations. Et donc, si on n'a pas les archives à l'ORT, on peut les trouver aussi dans les archives des autres institutions avec lesquelles l'ORT était en relation. Et donc, dans ces dossiers, on voit certains cas où l'aide s'arrête brutalement, alors même que la situation matérielle, sociale n'est pas encore tout à fait stable, ne s'est pas vraiment améliorée. Les formations sont de plus en plus courtes. Alors, au départ, c'était pour répondre aux besoins de ces migrants qui n'étaient pas censés rester longtemps sur le territoire français. Donc, il fallait en quelques mois les former. Mais finalement, ça arrangeait bien aussi les organisations juives, puisque ça leur permettait en tout cas, d'insérer sur le marché du travail et d'arrêter l'aide plus rapidement. Mais finalement, les organisations se sont rendues compte que des fois, les compétences acquises n'étaient pas assez solides. Et du coup, l'insertion sur le marché du travail n'était pas durable. Et ça prolongeait une précarité aussi. En même temps, ce qu'on constate à la lecture de ces dossiers d'assistance, c'est que finalement le soutien matériel qui était prodigué par les œuvres et qui devait permettre aux personnes qui étaient sur la voie de l'insertion professionnelle de pouvoir vivre le temps d'être autonome financièrement, et bien que cette aide souvent elle était insuffisante, et on voit des cas de pauvreté extrême qui perdurent pendant des années en fait. Ça se lit en fait dans les dossiers, et on voit aussi dans ces dossiers que finalement les pathologies physiques, mais surtout psychologiques, qui sont liées aux persécutions subies, à la déportation, etc., soit elles étaient encore méconnues. Alors ça peut s'expliquer par le fait que justement cette connaissance, elle était en cours après la guerre, sur les séquelles psychologiques de la déportation. C'était un phénomène inédit. Donc elles étaient soit méconnues, soit à peine décelées, mais en tout cas elles n'étaient jamais vraiment prises en considération à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Il n'y avait pas bien sûr de suivi psychologique. Voilà. Et donc finalement, cette aide constructive poussée à l'extrême fait que finalement, les personnes les plus vulnérables se sont retrouvées dans des situations sanitaires, sociales, professionnelles dramatiques, et que cette situation, elle a perduré en dépit de l'aide des organisations juives d'assistance. Elle a perduré. Et la dépendance à ces œuvres a perduré aussi, contrairement à ce que souhaitaient finalement les organisations d'assistance qui souhaitaient réduire le nombre d'assistés au plus vite. Ces limites, certains des animateurs de ces organisations en avaient conscience. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque je vais conclure, mais on peut l'évoquer dans la discussion si vous le souhaitez. Certains des animateurs, des cadres de ces organisations en avaient conscience, ce qui n'a pas changé leur façon de faire, parce que de toute façon, elles étaient soumises aussi au fond, aux ressources, et les ressources n'étaient pas là pour les aider. Mais au final, il restait plus qu'un seul choix pour ces familles, pour ces migrants, soit travailler, soit partir. C'est ce que d'ailleurs le comité intergouvernemental pour les réfugiés expose dans ses rapports. À un moment donné,
pour ceux qui ne sont pas considérés comme inaptes définitifs, c'est le terme, l'expression utilisée à la fin des années 40, eh bien, il faut qu'il y a un seul choix, partir ou travailler. Et c'est assez flagrant de voir dans ces dossiers d'assistance justement plusieurs familles, plusieurs personnes qui, après plusieurs années de vie en France, après avoir fait des efforts pour essayer de s'intégrer, avoir fondé une famille, avoir s'être formé, avoir appris la langue aussi, la langue française, eh bien sont partis. Alors les motivations, elles ne sont pas forcément liées à une mauvaise insertion professionnelle nécessairement. Ça peut être aussi la volonté de rejoindre de la famille, l'espoir d'un avenir meilleur ailleurs, d'autres choses. Mais on peut quand même se poser la question si ces départs, après plusieurs années, ne sont pas le signe d'un échec d'une intégration en France et qui serait lié à une prise en charge insuffisante dans leurs premières années de vie en France. Alors pour nuancer un tout petit peu, et je termine là-dessus, ce tableau un peu noir, il faut quand même rappeler que c'est tout à l'honneur de Direction Juive d'avoir fait ce travail, puisque comme je l'ai dit en introduction, la quasi-totalité du poids financier de l'aide à ces survivants de la Shoah reposait sur ces organisations juives, et que sans elles, on peut se demander ce que seraient advenus ces migrants. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir en plus parfaitement respecté le temps. Donc c'est parfait parce qu'il nous reste comme ça une petite dizaine de minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc je propose qu'on recueille les différentes questions pour nos deux intervenants auxquelles ils répondront par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai plein, mais... Oui, merci beaucoup pour ces communications extrêmement intéressantes. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Mais la première, c'est sur les organisations régionales, puisqu'on a vu les fermes dans le Lot-et-Garonne. Donc, quelle est la partie de la France qui est couverte en fait par l'ORT? Et j'imagine qu'il y a des grandes disparités régionales. Je pense à des zones qui ne sont pas couvertes par cette aide. Est-ce qu'il y a du coup des relais locaux qui sont... il y avait cette structure exposée par l'OR au début, avec ces 9 relais, ces 9 institutions. Mais je vois quand même des gros trous dans la France. Donc je me demandais comment ça se passait, les disparités régionales. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'était là encore sur les cadres de cette organisation et le recrutement. Est-ce qu'il y a justement, là, tu finissais Laure en disant qu'il y avait... une espèce de conscience des organisateurs de ces difficultés en fait de la prise en charge. Est-ce que cette conscience, elle vient aussi de la base, des cadres, de ceux qui mettent en œuvre la politique dans les fermes-écoles, dans les écoles, les enseignants, voilà. Donc comment circulent en fait les informations et l'aide, enfin la pensée sur l'aide au sein de l'ORT. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Pour vos interventions. Et en fait, c'est plus des questions de précision. Mais je voulais savoir plus pour la fin, du coup, ces migrants, du coup, où sont-ils partis une fois que les aides ont dû être coupées assez brutalement? Et par ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir saisi la temporalité sur laquelle ça s'était fait, en fait, la fin des aides, du soutien du joint et tout ça. Voilà, merci. Okay, alors, je vais déjà commencer par la première question. Donc, Claire Zac, merci pour vos questions. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a une vraie extension de l'action de l'ORT, sans généraliser, mais à l'extrême, mais un peu partout où la population juive s'était réfugiée, que ce soit en zone nord, en zone sud, en zone italienne, après aussi. On trouve dans des grandes villes, des petites villes, Paris, l'ORT, il y a toujours une action à Paris, il y a une action pour les juifs de Strasbourg, d'Alsace qui sont partis vers Limoges, Périgueux. L'ORT a ouvert justement des centres dans ce coin-là. Dans la zone italienne aussi, pour tous les juifs qui se réfugient dans cette zone. Et donc, on en trouve à la ville, à la campagne. Alors, effectivement, pas dans des... Il faut qu'il y ait aussi une concentration un petit peu de population juive, mais il y a des villes comme Agde, où il y a une action de l'ORT, et des toutes petites villes comme ça. Donc,
on peut dire qu'il y a vraiment une vraie extension de cette action de l'ORT à ce moment-là. Pour la circulation, concernant la circulation des informations, pendant la guerre, ou en tout cas donc après la guerre, tu veux dire quelque chose sur les fermes non? Alors, je suis en train de réfléchir en même temps, hein, c'est pour ça que je sais qu'on a donc des rapports d'activité réguliers donc pendant la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a communication et il y a circulation de toute façon des cadres de l'ORT dans les différents lieux d'action. Puisqu'il y a certains cadres, certains dirigeants de l'ORT qui, lors de ces missions, ont été arrêtés, déportés, assassinés. Donc on voit bien qu'il y a une circulation comme ça qui se passe, qui fait que l'ORT, en tout cas la direction de l'ORT qui va déménager, hein, qui était à Paris, qui va partir à Marseille, qui ensuite va être à Voiron, près de Lyon, en Isère. Donc on sait qu'il y a vraiment une circulation qui se fait, que l'ORT est bien au courant de ce qui se passe dans les différents lieux, qui est au courant des rafles qui ont lieu, des déportations de ces élèves, etc. Donc on voit un grand mouvement comme ça des différents animateurs et dirigeants de l'ORT. Les liens continuent aussi avec les élèves. Les élèves de l'ORT, une fois certains qui ont été arrêtés, notamment des fermes écoles, et qui se trouvent ensuite internés à Rivesaltes, par exemple, ils ont la possibilité d'écrire. Ils écrivent à leur directeur de la ferme école pour leur demander de l'aide, ce qu'il va essayer d'ailleurs de faire, David Chermatz. Donc voilà, il y a quand même des liens qui se font, et ce qui explique qu'on a aussi encore des archives un petit peu aujourd'hui sur ce qui se passait avant la guerre et pendant la guerre, puisqu'ils ont réussi à chaque fois à bouger, à se déplacer en fonction du danger, et à garder avec eux certains documents. Pour la prise de conscience des limites, en particulier de cette action constructive après la guerre, tout simplement, ils s'en rendent compte parce que c'est pareil, ceux qui travaillent dans les centres de formation, ceux qui s'occupent du suivi de ces personnes en difficulté d'un point de vue matériel, dans les dossiers, on voit bien que effectivement ces difficultés d'insertion, quand une personne s'insère, trouve un travail et finalement le perd au bout de quelques mois, elle revient vers l'institution, et donc l'institution en général ne la laisse pas tomber, elle va essayer de l'aider à nouveau. Quand la personne lui dit je suis allée à l'entretien d'embauche et finalement je fais pas l'affaire parce que j'ai pas les compétences suffisantes, il revient vers l'institution d'assistance, et le suivi est poursuivi. Donc ils se rendent bien compte que finalement il y a quelque chose qui va pas dans la façon dont ils sont aidés, et que à vouloir les mettre au travail très vite, voire trop vite, sans qu'ils aient des compétences solides, sans que leur situation sociale soit rétablie, et bien des fois ça prolonge la dépendance aux œuvres. Et justement, ça me donne l'occasion de parler d'un des animateurs de ces organisations juives qui a conscience de ses limites, mais qui se trouve finalement sans possibilité de changer le fonctionnement de son association. C'est le directeur du service social des jeunes. C'est un peu le pendant du comité juif d'action sociale, le comité juif d'action sociale de reconstruction du COJASOR, mais pour les plus jeunes, pour les jeunes juifs de moins de 23 ans. Donc, qui fournit une aide matérielle aux jeunes de moins de 23 ans. Le directeur, il écrit au comité intergouvernemental pour les réfugiés en 1947 en disant qu'effectivement, la mission première de son institution, c'est de réintégrer le plus rapidement possible dans la vie économique ces jeunes protégés. Et il convenait que finalement, les impératifs budgétaires primaient sur l'intérêt des jeunes dont l'association avait à s'occuper. Et là, je vais le citer, il dit « Ne pouvons les avoir longtemps à charge, il s'agit d'arrivées permanentes sinon constantes, et étant dans l'obligation de leur fournir avant tout des moyens d'existence, nous les orientons s'il le faut vers des métiers non spécialisés et parfois durs pour les débuts. » Donc il en avait tout à fait conscience, et il avait aussi conscience que finalement c'était pas le fait de leur donner un emploi qui allait résoudre tous leurs problèmes psychologiques, problèmes autres, puisque ces jeunes qui avaient connu donc la guerre et les persécutions avaient selon lui besoin d'une vie, je le cite, basée sur des notions saines, mais il reconnaissait aussi que même s'il leur fallait une longue rééducation, le service social des jeunes n'avait ni matériellement ni financièrement la possibilité de le faire. Voilà.
Et donc ça me permet de faire la transition avec la deuxième question, c'est à partir des questions de temporalité. Quand le suivi s'arrête, alors il faut savoir que la pression budgétaire, elle se fait de plus en plus forte, surtout à partir de l'année 1947. Le Joint va réduire son financement. Et donc c'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment des injonctions du Joint. Des injonctions du Joint auprès des organismes qui reçoivent les subventions du Joint en leur demandant de réduire encore davantage le nombre d'assistés, merci, et donc de favoriser dans les missions qui sont mises en œuvre le reclassement professionnel, la formation professionnelle, pour essayer justement de les insérer rapidement sur le marché de l'emploi. Et donc il y a des fois des dossiers qui sont arrêtés dès 1947. On a notamment le cas d'une jeune femme que j'étudie dans ma thèse, jeune femme polonaise qui a une vingtaine d'années et qui n'a pas une situation sociale stable, sécurisée, etc. Et pourtant l'aide s'arrête parce que le COJASOR estime qu'elle est en âge de travailler et que là elle n'a plus l'argent nécessaire pour aider cette personne et qu'il y a d'autres personnes plus en difficulté qu'elle à soutenir. Voilà. Après, mais son suivi avait déjà duré 2-3 ans. Une autre famille arrivée plus tard, en 1948, et le suivi va durer 4 ans. Mais pourquoi ça dure si longtemps? C'est parce que dans ce dossier, le père de famille est confronté à des problèmes de santé liés à sa déportation, aux persécutions, et que dans ces cas-là, effectivement, s'il y a une justification comme quoi la personne est en incapacité sanitaire de travailler, évidemment, l'association ne va pas laisser tomber la famille. Mais il y a quand même derrière cette injonction à travailler, cette pression qui est mise sur les personnes qui bénéficient de l'aide à faire des efforts. Et ce père de famille, justement, même s'il n'est pas en capacité vraiment il aurait besoin d'un long repos, de soins durables, eh bien, il s'efforce à travailler, il s'épuise au travail, et justement, ça crée un cercle vicieux où, comme il s'épuise à essayer de travailler et de faire beaucoup d'heures, eh bien, finalement, il retombe malade systématiquement et il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille comme il le faudrait. 1 minute juste pour te répondre sur la partie du maillage géographique de l'Orte. Moi, je connais que la partie agricole. Il y a 2 spots en fait. À Lot-et-Garonne, il y a les 3 fermes-écoles et des subsides qui sont distribués donc à des individuels. Et il y a une expérience de jardins familiaux dans l'Hérault. Il y a une 50aine de familles qui ont accès à des jardins que l'Orte a acquis ou loue. Et il y a des parcelles qui sont distribuées pour que ces personnes puissent manger en fait. Et si ta question c'était est-ce qu'on peut essayer de reconstituer ce maillage par les archives de l'Orte, j'imagine que c'est possible. Mais tu peux au moins retrouver qui est en poste, qui est salarié mois après mois dans les archives de l'UGIF. Puisque c'est une sous-direction de l'UGIF, tu as pas les bulletins de salaire, mais tu as des documents comptables qui te permettent de savoir qui est effectivement payé mois après mois, à quel endroit, dans l'IVO UGIF, au mémorial. Pour les bénéficiaires ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, pareil, il existe des registres des élèves de l'Orte. Donc ça peut être intéressant avant la guerre. Donc les réfugiés juifs d'Allemagne, d'Autriche et des pays annexés, conquis par le Reich, on a des registres d'élèves de l'Orte à Paris, pour Paris en tout cas, pendant la guerre aussi, et puis à la sortie de la guerre aussi. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent faire des recherches. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question, madame ? Je pense que vous n'avez pas mentionné le COS, qui a énormément travaillé avec l'Orte à l'époque et qui a participé à la reconstruction, trouvé les patrons. Et j'ai d'ailleurs des lettres d'archives entre ma mère et mon père. Ma mère qui travaillait pour l'abbé Glasberg, qui était sa secrétaire, et mon père qui travaillait à l'Orte. Et voilà, il y a des noms de personnes que mon père adressait au COS ou que le COS adressait à l'Orte. Et je voulais juste mentionner aussi que mon oncle, qui était électronicien, a participé à la création de la section électronique. Et quand l'Orte Montreuil s'est ouverte, ils n'avaient pas de professeur au début. Et lui a enseigné le temps que l'Orte trouve un professeur. Et après, il a participé, il était au comité technique. Voilà.
Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage parce qu'effectivement, cette organisation, le comité d'orientation sociale et des étrangers, qui s'appelait même COSE à l'époque, qui était dirigée par l'abbé Glasberg, était en lien étroit effectivement avec les organisations juives d'assistance et notamment à participer à la réinsertion professionnelle de ces survivants de la Shoah. L'abbé Glasberg qui était investi depuis très longtemps dans l'aide aux populations juives étrangères. Et effectivement, je l'étudie aussi. Enfin, j'ai été intéressée par cette institution qui malheureusement n'a pas beaucoup d'archives. Ah bon, alors parce que je suis allée au COS et il n'y avait pas grand-chose, mais c'était il y a longtemps, effectivement. Alors alors de toute façon, j'aimerais beaucoup venir vers moi tout à l'heure parce que j'aimerais prendre vos coordonnées pour poursuivre cette discussion avec vous. Et on est toujours à la recherche effectivement de témoins. Et là, en plus, vous avez le côté Hort et le côté COS par votre famille, donc c'est formidable. Voilà, ça fait partie des organisations. Pas forcément juives, mais qui étaient intéressées à aider cette population juive étrangère et qui a... Il ne faut pas oublier quand même que l'abbé Glasberg était un juif converti et qui venait de Russie. Complètement. Merci beaucoup. Bien, je crois qu'on va devoir... terminé. Donc je remercie à nouveau les participants de cette session et donc on se retrouve après cet après-midi à 14h45. Voilà pour la session suivante qui parlera de Juifs d'Afrique du Nord. Merci. Merci.